Soyez et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police, justice. Dans un instant, les dernières révélations dans l'affaire Delphine Jubillard. 3 mois bientôt que la jeune femme est portée disparue. Et les langues commencent à se délier. Les relations de couple entre Delphine Jubillard et son mari semblent désormais véritablement au cœur de cette enquête. Alors quels sont ces derniers éléments? On vous raconte tout cela dans un instant, juste après les invités de la semaine. De nouvelles tensions hier soir dans l'agglomération lyonnaise. C'est dans le quartier de Bron, dans la commune de Bron, que ces affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et jeunes. 3 véhicules ont été incendiés, 5 personnes au total ont été interpellées. Des tensions qui font suite à celles cette semaine du quartier de la Duchère ou à celle de Beauvais. Alors comment rétablir l'ordre? Nous poserons toutes ces questions à nos invités. Le maire de Bron qui est avec nous, mais aussi avec l'avocat Thibault de Montbrial. Mais d'abord, retour sur cette semaine avec Elisa Trana. Rieux-la-Pape vendredi soir. 2 heures d'affrontement entre une trentaine d'individus souvent cagoulés et les forces de l'ordre. Des voitures brûlées, du mobilier cassé. Des scènes qui ressemblent fortement à celles de la veille à Lyon. À la Duchère, 2 équipages de police ont été pris pour cible suite à l'accident de scooter d'un jeune de 13 ans. On a vu donc un énorme groupe de jeunes qui sautaient sur les voitures du parking, qui a fracassé les pare-brises. Donc après, il y a eu la police qui est venue, ils ont continué à tirer avec les feux d'artifice. En début de semaine, c'était Beauvais qui s'enflammait. 3 policiers ont été blessés par des tirs de mortier d'artifice et des jets de pavés. On est tombé dans un phénomène de guet-apens, un vrai guet-apens, c'est-à-dire un feu allumé, un appel pour nous attirer. Une fois qu'effectivement les collègues sont arrivés sur place, on a eu droit donc, à un comité d'accueil d'une trentaine d'individus. D'une ville à l'autre, la contagion peut être rapide, préviennent les spécialistes. Les réseaux sociaux entretiennent la surenchère. L'effet réplique, c'est quand il y a un événement quelque part, eh bien dans les 2 jours et 3 nuits ou dans les 3 jours et 2 nuits qui suivent, il se répète ici et là comme des échos lointains du genre nous aussi on est là et venez donc nous voir. Un point commun à ces violences urbaines, elles surgissent alors qu'un peu partout en France, les interventions de lutte anti-drogue ont été renforcées. Et avec nous sur ce plateau, l'avocat Thibault de Montbrial. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avocat engagé dans plusieurs affaires pour la défense de policiers attaqués. Et vous êtes auteur également de l'ouvrage Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. On va évidemment réfléchir à toutes ces questions avec vous dans un instant, mais on va rejoindre également Jérémy Bréau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire LR de Bron. On a évidemment beaucoup parlé de votre commune depuis hier soir. D'abord, on a envie de comprendre comment vous expliquez, vous, maire de cette commune, ce qui s'est passé hier soir, ces tensions, une nouvelle fois, entre les forces de l'ordre et certains jeunes. Alors déjà, pour commencer, ce qui s'est passé hier, c'est absolument inqualifiable et intolérable. Et grâce, on va dire, à l'excellent travail des forces de l'ordre, on est passé tout près d'un véritable drame humain. Alors comment j'explique ça? C'est que, vous savez, moi avec mon équipe, on a été élus l'été dernier, on a fait de la sécurité une des priorités principales, si ce n'est la première, puisque c'est la base de tout, et on a décidé effectivement de mettre fin au laxisme et de s'attaquer véritablement aux individus, aux voyous, à cette extrême minorité qui avait l'habitude depuis tant d'années de pourrir le quotidien de la majorité silencieuse. Concrètement, il y a un problème social ou il y a un problème de délinquance à Bron? Si vous voulez, Bron, c'est une ville de l'Est lyonnais. Nous sommes limitrophes à Lyon. C'est une ville de 42 000 habitants avec 2 quartiers prioritaires de la ville, Parilly et Terraillon. C'est une ville où globalement, ça vit bien, ça vit mieux. Suite aux différentes mesures qu'on a pu prendre, mais il y a encore effectivement ce que j'appelle des poches de résistance. Encore une fois, c'est une extrême minorité d'individus qui refusent, on va dire, de respecter les règles. Donc ça, maintenant, pour nous, c'est terminé. Et effectivement, on s'aperçoit que dans bon nombre de villes où le maire a le courage de vouloir que ça change, je pense notamment, et vous l'avez parlé tout à l'heure, mon collègue et ami Alexandre Vincent Dessurieux, eh bien, on est des cibles pour eux, que ça se manifeste évidemment par des insultes, par des attaques, par des menaces, mais aussi ça se manifeste par des violences urbaines qui sont tout simplement intolérables. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'on s'améliore, enfin pour que la situation s'améliore, il faut 3 choses. Il faut une volonté politique,
nous à Bron-là. Deuxièmement, il faut que la police fasse son travail et globalement en France, elle le fait bien, voire même très bien. Et puis troisièmement, et c'est ce qui me paraît le plus important, il faut que la justice qui arrive en fin de chaîne puisse punir et punir sévèrement. Je vais vous donner un exemple. Nous, suite aux émeutes d'hier, il y a eu 5 interpellations. J'ose espérer que ces jeunes voyous ne ressortiront pas aujourd'hui en toute impunité. Jérémy Bréau, vous restez avec nous. Je me tourne vers Thibault de Montbrial qui réagissait à ce que vous disiez. Oui. Vous êtes avocat, vous défendez nombre de policiers. On parlera de Viry-Châtillon dans un instant, qui ont pu être attaqués. Il y a un problème de justice ? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Bréau. Le triptyque politique, police, justice, il est indissociable. C'est-à-dire que la question de la sécurité, elle est trop souvent dans le débat public centrée sur le policier. Mais le policier ne peut rien sans en amont une volonté politique de le déployer et de le maintenir coûte que coûte, même quand la situation dégénère, et ne peut rien en aval sans que son travail, c'est-à-dire appréhender le voyou et le remettre entre les mains de la justice, aboutissent à une sanction. Je pense qu'il faut aujourd'hui, c'est plus de grandes réformes politiques dont la France a besoin sur ces questions. Il y a une prise de conscience qui est malheureusement générale, puisque des incidents comme ceux qui affectent la banlieue lyonnaise depuis lundi, il y en a toutes les nuits à plusieurs endroits en France. Et ça tourne. Il n'y a pas une nuit où il n'y a pas un quartier où il se passe les chiffres qui remontent des commissariats, c'est entre 5 et 10 événements de ce type par semaine. C'est ça. Ouais. Et ce que je veux juste dire, pour finir là-dessus, c'est que on n'améliorera pas les choses si les gens qui se livrent, le résidu de personnes qui se livrent à des violences de cette nature et qui pourrissent la vie de tout un quartier, ne sont pas sanctionnés. Il ne faut pas forcément une sanction disproportionnée, il faut une sanction rapide et sévère. Et il y a déjà plusieurs outils entre les mains de la justice. Les mesures d'éloignement, qui sont des mesures qui sont parmi celles qui gênent le plus les voyous. Parce que si vous les éloignez dans un autre département, bah forcément, ils sont privés de leurs racines délinquantes. Des mesures de détention, moi je prône des détentions très courtes, à l'inverse, à rebrousse-poil de toutes les politiques pénales depuis des décennies. Il faut des peines de prison, allez, d'une semaine. Une semaine en prison. Pour marquer le coup. Vous n'obérez en rien l'insertion sociale éventuelle de la personne et vous marquez le coup. Parce que trop souvent, la politique judiciaire qui est considérée comme une politique de bienveillance, on attend, on est mesuré, on laisse un avertissement, 2 avertissements, en face, c'est purement et simplement considéré comme de la faiblesse. Alors là, on parle d'un accident de moto qui a tout provoqué. Les politiques parlent des dealers qu'on dérange dans les cités. Alain Boer parle de l'effet réplique. Mais le constat, c'est que ça arrive, c'est un mystère. C'est comme la Sainte Trinité. On se demande d'où ça vient, on se demande comment ça arrive. Comment on peut prévoir tout ça ? Aujourd'hui, et le maire... 10 par semaine. Le maire de Bron vous a tout dit. Il vous a dit, il y a une minorité et ces gens, on les connaît. Il faut avoir le courage de faire ce que, par exemple, le directeur de la sécurité publique du Val d'Oise a appliqué quand il était en commissariat central dans des villes, c'est-à-dire qu'on identifie 10 ou 15 voyous qui sont les meneurs dans une ville et que tout le monde connaît. Et que tout le monde connaît. Et ceux-là, on ne les lâche plus. On met des équipes derrière eux, ils brûlent un feu, on les interpelle. Dès qu'ils commettent la moindre infraction, on les défère à la justice. Tolérance zéro. Mais ça implique évidemment d'avoir en amont, de s'être en amont accordé avec le parquet local en lui disant voilà, pendant 1 mois, 2 mois, on va vous envoyer cette famille et cette famille, on va la prendre 10 fois. Mais par contre, on attend une réponse judiciaire. L'accord avec le parquet. Jean Castex a dit « rien ne sera impuni ». Mais ce n'est pas au Premier ministre de décider, c'est la justice. Oui, mais la justice, du côté du parquet, il y a quand même une politique pénale générale. Et elle est suivie par les parquets ? Oui, le problème, c'est pas les parquets, le problème, c'est les juges du siège. Le parquet, il propose et le juge du siège dispose. Quand vous voyez que dans un certain nombre d'affaires de violences policières extrêmement graves ces dernières semaines, avec des policiers grièvement blessés dans ce genre de scénario, des gens mis en cause sont poursuivis mais placés sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'en pratique, ils sont remis en liberté 48 heures ou 72 heures après les faits pour lesquels ils ont été interpellés. Qu'est-ce que vous voulez que pensent d'un côté les policiers qui risquent leur vie, je pèse mes mots, qui risquent leur vie toutes les nuits, et de l'autre, les délinquants qui, lui, se dit « mais c'est formidable, je peux tirer du mortier d'artifice dans le visage des policiers, je peux brûler des voitures de police, le cas échéant, avec des policiers dedans, et mon risque d'être incarcéré et jugé sévèrement est faible. » Il faut complètement inverser le
le mécanisme psychologique dans la tête des uns et des autres. Et on va revenir sur le travail des policiers dans un instant avec vous. Jérémy Bréau, une dernière question. 3 soirées consécutives de tension dans l'agglomération lyonnaise. Est-ce que vous êtes inquiet pour la soirée prochaine et pour les prochains jours ? Oui, forcément, nous sommes inquiets. J'en discute d'ailleurs régulièrement depuis hier avec mes collègues des villes limitrophes. Nous sommes inquiets. Maintenant, voilà, on travaille aussi en bonne intelligence avec les services de police, avec les services de la préfecture. J'ai eu hier au téléphone le ministre de l'Intérieur qui, effectivement, a renforcé le dispositif en envoyant 200 hommes supplémentaires sur la région lyonnaise. Alors, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, on a beau monopoliser toutes les forces de l'ordre. Si derrière ça ne suit pas, c'est ce que disait votre invité, je souscris totalement, c'est que si derrière ça ne suit pas au niveau de la justice, c'est un travail qui malheureusement ne sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça on reste bien évidemment confiant en l'État, mais tout en restant vigilant, parce que si on ne réagit pas vite et sévèrement, si on continue dans certains territoires à accepter de reculer au lieu d'avancer, on risque de se prendre, excusez-moi l'expression, mais en pleine tête, la colère qui monte dans les territoires perdus de notre pays. Merci beaucoup Jérémy Bréau d'avoir été avec nous en direct dans Affaires suivantes. Thibaut Montbrial, je rappelle que, je le disais, vous êtes avocat dans de nombreuses affaires et notamment dans la triste affaire de Viry-Châtillon. On s'en souvient, c'était en octobre 2016, 13 jeunes qui vont s'en prendre à 2 voitures de police. Ils vont casser des vitres, on revoit ces images terribles, mettre des cocktails Molotov à l'intérieur et tenter d'empêcher les policiers qui sont à l'intérieur de sortir de ces voitures. Vous défendez notamment l'une des femmes policières qui était dans ces voitures. Le procès en appel a repris cette semaine. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que dans les faits qui sont beaucoup moins graves ces derniers jours, dans ces tensions, il y a quand même cette volonté de s'en prendre aux policiers, qu'il y a un rapport policier-jeune qui est totalement brisé. Alors, je me permets de modifier de corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. Ils n'étaient pas 13, ils étaient 19. Il y a une caméra qui a filmé 19 silhouettes. Il y en a 13 qui sont jugés, 5 qui ont été acquittés en première instance et 8 qui ont été condamnés. On va voir ce qu'il en est en appel. Mais on sait déjà que dans l'hypothèse où les 13 jugés seraient tous coupables, il en manque au minimum 6. Donc il y a une impunité déjà sur les 6. Ensuite, quand vous dites les faits de Viry-Châtillon sont beaucoup moins graves, ils sont beaucoup moins graves en conséquence. Non mais pardon. Oui. Ils sont beaucoup plus graves que ceux dont on a parlé depuis le début de l'émission. Il n'y a pas eu de blessés. Pourquoi je me permets de dire ça ? D'abord, il y a eu des blessés, mais pas des blessés graves. Mais c'est pas faute de la part des voyous d'essayer. C'est ce qu'il faut bien comprendre. On va rappeler qu'à Viry-Châtillon, je vous interromps une seconde, les voyous, on va les appeler comme ça, ont mis le feu à une voiture de police et ont maintenu les portes pour que les policiers restent à l'intérieur. Voilà, ils ont mis le feu, ils sont arrivés. Je laisse continuer, pardon. Il y avait une voiture de police qui était en surveillance sur un quartier, sur un carrefour, où il y avait une caméra de surveillance qui dérangeait des gens qui trafiquaient et qui, on l'a pas beaucoup dit, mais qui se livraient à du vol à la portière, c'est-à-dire qu'il y avait un feu rouge sur une nationale, et ils attaquaient les voitures, ils sortaient les gens avec des grandes violences pour leur voler leurs effets. Donc c'est déjà une situation qu'en Afrique on appelle ça les coupeurs de route. Bon, effectivement, ils sont arrivés, ils ont cassé les vitres. Ils ont jeté des cocktails Molotov à l'intérieur. Les policiers en feu, dont ma cliente, ont essayé de sortir. Portières bloquées par les voyous. Et ensuite, quand les portières se sont débloquées, les policiers en feu sont sortis. Il y en a un adjoint de sécurité qui, de l'autre côté conducteur, a pris un deuxième cocktail Molotov alors qu'il était déjà en train de brûler. Et ma cliente a pris un coup de poing dans la figure et un caillou dans la tête. Donc, vous avez des gens qui ont sciemment tenté de tuer d'une des façons les plus... Pour vous, il y a ça aussi derrière les événements qu'on connaît ces derniers jours ? Ce qu'il y a dans les événements de ces derniers jours, mais pas de ces derniers jours, de ces derniers mois, même de ces dernières années, et ça c'est très important de le comprendre, c'est que les gens qui se livrent à ces agressions contre les policiers, le résultat de leurs actes leur importe peu. Ils n'ont pas forcément envie de tuer, mais ils commettent des actes qui peuvent tuer et ça les laisse profondément indifférents. C'est-à-dire qu'ils font des actes atroces et ensuite ils passent à autre chose. Et c'était très spectaculaire lors du premier procès des assaillants de Viry-Châtillon. Encore une fois, il y a peut-être parmi eux, il y en a 5 qui ont été acquittés, peut-être parmi eux, il y en a qui n'y étaient pas. Mais il y en a dont on est certain, compte tenu du faisceau d'indices et même des déclarations d'un d'entre eux, qu'ils y étaient. Mais il y avait une indifférence pendant tout le procès qui était à huis clos parce qu'il y avait 3 mineurs au moment des faits. Il y avait un détachement, une absence d'empathie,
une indifférence très révélatrice de la fracture entre ces deux mondes. Et moi, je dis juste une chose, c'est que ce que le maire de Bron et ses concitoyens vivent depuis le début de la semaine, cette violence tournante une dizaine de fois par semaine en France, le jour où elle va frapper un centre-ville, le jour où elle va frapper les quartiers où un certain nombre d'éditorialistes ou de grands penseurs de la vie politique qui considèrent que tout ça doit être relativisé parce que ce n'est pas si grave et que peut-être après tout c'est la faute de notre République, là ça va faire tout drôle à chacun. Voilà. Donc il faut bien mesurer que les premières victimes de ce qui se passe sont les forces de l'ordre et les gens qui habitent dans ces quartiers. Et nous ne sommes qu'au début de ce procès en appel qu'on va continuer à suivre. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Thibaut de Montbrial, sur le plateau d'affaires suivantes. Dans un instant, on se retrouvera pour évoquer les derniers rebondissements dans l'affaire Elisa Pilarski. Le parquet de Soissons a décidé de mettre en examen le compagnon d'Elisa Pilarski pour homicide involontaire. Nous recevrons l'avocat de la famille d'Elisa Pilarski. Il est quasiment 13h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite d'Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Dans un instant, les derniers éléments dans l'affaire Delphine Jubillard. Bientôt 3 mois que cette mère de famille est portée disparue. 11 semaines et au fil du temps, de nouveaux éléments, certains troublants, notamment cette semaine, sur la vie de ce couple. Des factures de location de voitures et d'appartements Airbnb ont été mises au jour en toute discrétion des réservations qu'avait effectuées Delphine Jubillard. Alors que nous disent ces derniers éléments? Vous allez également entendre le témoignage de l'un des proches de Delphine Jubillard, document BFM TV à suivre juste après le dossier de la semaine. Il va désormais devoir s'expliquer devant la justice. Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski, a été mis en examen cette semaine pour homicide involontaire. Depuis la mort de la jeune femme dans une forêt de l'Aisne en novembre 2019, il a toujours clamé l'innocence de son chien Curtis. Curtis, reconnu pourtant par tous les experts comme à l'origine de la mort de la jeune femme. Dans un instant, les conséquences de cette mise en examen, la première réaction de l'avocat, de la maman et de l'oncle d'Elisa Pilarski. Mais d'abord, le rôle qu'a joué Christophe Ellul dans cette affaire, les premiers éléments avec Elisa Trana. Face à la presse et aux enquêteurs, Christophe Ellul est toujours apparu combatif, prêt à défendre son chien Curtis coûte que coûte. Je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Elisa. Pourtant, selon un rapport d'expertise remis à l'automne, ce sont bien les mâchoires de Curtis qui correspondent aux morsures sur le corps d'Elisa Pilarski. En tant que propriétaire, Christophe Ellul est donc pénalement responsable de son animal. Sa mise en examen n'est pas une surprise. C'était une étape qu'on avait tout à fait anticipée. Et en réalité, c'est presque un soulagement aujourd'hui parce que cette suspicion, elle est aujourd'hui officialisée à travers une démarche juridique. Le maître de Curtis a pu se montrer négligent. Son pitbull n'avait par exemple pas de muselière adaptée. Le chien a également été entraîné à mordre un boudin suspendu. Nous avons suspendu un leurre au toit de son box et dès qu'il a vu le leurre, Curtis s'est jeté dessus et ne l'a plus lâché. Ce chien ne se contrôle pas. Quand il mord, rien ne peut l'arrêter. Le passionné de concours canin pratiquait cette discipline dangereuse dans la forêt où Elisa a été retrouvée et aurait commis quelques erreurs de dressage. Il aurait dû, quand il l'a travaillé au mordant, lui apprendre à lâcher une prise quand on lui demande. Il aurait dû faire tout un tas de choses qui auraient fait que ce chien ne serait pas acharné sur Elisa, quoi qu'il en soit. Enfin, les enquêteurs ont eu des doutes sur les déclarations parfois contradictoires livrées par Christophe Ellul. Sur le jour de l'accident, la présence des chiens de chasse à courre, le fait qu'il ait attendu 1h30 avant d'alerter les secours. Lui assure qu'il ne s'attendait pas à des faits d'une telle gravité et rappelle qu'il a perdu non seulement sa compagne, mais aussi l'enfant qu'elle portait. Et sur le plateau d'affaires suivantes, maître Xavier Terkamadou, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'avocat de la mère et de l'oncle d'Elisa Pilarski, mise en examen pour homicide involontaire cette semaine de Christophe Ellul. Dans quelles conditions cette mise en examen a-t-elle eu lieu? Alors, monsieur Ellul, ça fait 15 mois qu'il fait une instruction, enfin qu'il fait son instruction sur la place publique, en prenant les médias à témoin et en ne répondant pas aux convocations du juge d'instruction.
Il a été convoqué plusieurs fois, aussi bien par les experts que par la juge d'instruction. Il n'a jamais répondu aux convocations. Donc, c'est la BRI qui a été le chercher mercredi matin à Lys, à côté de Rébénac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le voyage, je pense, a dû se faire de la journée de mercredi et son statut de mise en examen lui a été notifié par le juge d'instruction jeudi matin. Pourquoi est-ce qu'il ne se présentait pas aux convocations du juge? Alors, d'après les informations que j'ai, Monsieur Ellul a peur de se faire piéger. C'est ce qu'il clame dans le village de Rébénac, haut et fort, à la vue de tout le monde. Comment a réagi la mère d'Elisa Pilarski, son oncle, à cette mise en examen? On sait qu'ils avaient des rapports avec Christophe Ellul. Oui, ils ont été hébergés, Monsieur Ellul jusqu'au mois de septembre. À partir du moment où j'étais impliqué dans le dossier, j'ai très vite compris, à la 1500e cote, à la moitié du dossier, sans les expertises qui ont lieu par la suite, que Curtis était à l'origine du décès de Madame Pilarski. Ils ont eu accès à la procédure pour la première fois, parce que quand même, ils avaient un avocat sur Paris, ils n'avaient pas accès à la procédure, et ils se sont rendus à l'évidence comme moi que c'était le chien Curtis qui était à l'origine du décès de Elisa Pilarski. Et sur leur rapport avec Christophe Ellul? Aujourd'hui, il n'y a plus aucun rapport. Mais même mieux que ça, je pense que j'ai pas reçu la notification encore. Je crois qu'il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer la famille Pilarski. Oui, absolument. Il n'a pas le droit de rencontrer les proches d'Elisa, ni sa maman, ni son oncle qu'on avait reçu, Philippe, souviens-toi ici. C'est ça. Donc il n'a plus le droit de les rencontrer aujourd'hui, ça veut dire distance entre eux. Exactement. Interdiction d'entrer en contact. Exactement. Quand vous dites qu'il a peur de se faire piéger, quel genre de piège? Par la justice, par les enquêteurs? Non, je pense qu'en fait, il a mis en place un processus intellectuel qui est intenable aujourd'hui. Et à un moment donné, il va falloir qu'il parle. À condition, bien entendu, qu'il réponde aux convocations du magistrat. Mais maître, je suis convaincu que le processus qu'il a mis en place, il n'y a que lui pour le croire aujourd'hui, franchement. Il a élaboré quelque chose, une version qui est la sienne? Oui. Et qui ne correspond pas forcément à la réalité? Vous savez, quand on est capable de faire une instruction sur la place publique, de prendre les partisans des pitbulls et les partisans de chasse à courre, il faut voir les réseaux sociaux, ce que ça envoie quand même. Mais qu'a-t-il à cacher selon vous? Il ne le sait même pas lui-même, je pense. Je pense qu'il ne le sait même pas lui-même. C'est un manipulateur et un pervers. Est-ce que vous pensez, maître, sa personnalité m'inquiète quand même. Maître, oui. s'il avait dit tout simplement au départ, oui, mon chien, Curtis, mon chien que j'aime, parce qu'on aime tous nos chiens, est peut-être à l'origine de la mort d'Elisa. Si c'est le cas, ça sera un drame immense pour moi. Oui. Qu'est-ce que ça aurait changé? Il risquait pas grand-chose finalement. C'est un homicide involontaire. La peine à l'appréciation du juge du fond, bien entendu, mais qu'est-ce qu'il risque? Pas grand-chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va risquer de plus? Qu'est-ce qu'il va risquer de plus? Il a tout à perdre aujourd'hui. Il a tout à perdre parce que sa thèse depuis le début, c'est la chasse à courre, ça peut pas être mon chien, parce qu'il avait une muselière. D'ailleurs, c'est ce que reprend l'expert Diaz. Il dit, le chien, alors je sais pas d'où il sort ça, il commence son expertise des 5 premières lignes. Madame Elisa Pilarski promène le chien Curtis à partir de 13h, l'heure est bonne, en forêt de Retz, en laisse muselé. Mais pas avec sa muselière. Pas la muselière de Curtis, la muselière d'un autre chien. Non, donc, en laisse muselé. On n'est même pas sur notre muselière, c'est d'abord est-ce qu'il avait la muselière. En laisse muselé. En laisse, peut-être bien. Muselé, certainement pas. Il annonce péremptoirement que ce chien était muselé, sans aucun document qui vient étayer sa conclusion. Et sur quoi vous étayez la vôtre, quand vous dites qu'il n'était pas muselé, qu'est-ce qui vous fait croire à vous qu'il était pas muselé? Moi, je lui réponds aujourd'hui. Pas plus que lui. Moi, je lui réponds aujourd'hui péremptoirement. Ce chien n'était pas muselé, ni avant l'entrée en forêt de Retz, ni en promenade en forêt de Retz à partir de 13h. C'est à l'information judiciaire d'éluder cette question. Les magistrats, vous le savez comme moi, ne sont pas liés par les rapports d'expertise. Une information judiciaire est en cours et je pense qu'elle fera toute la lumière sur cette affaire. Qu'encourt aujourd'hui Christophe Ellul, mis en examen pour homicide involontaire? Qu'est-ce qu'il encourt? 5 ans, voire 7 ans avec des circonstances aggravantes. Et il y en a quand même 4. Et 75 000 euros. Et 75 000 euros, tout à fait. Qu'est-ce qui va rentrer en jeu? La manière dont il a élevé son chien, les concours illégaux auxquels il participait, l'origine illégale de ce chien? C'est un dossier, en fait, c'est un tout. On est à 3700 cotes. Une cote ne se comprend pas si on n'a pas lu les autres. Il faut démarrer à la première, aller jusqu'à la fin. Ce qui est évident, c'est que moi, j'ai demandé 2 supplétifs. Omission de porter secours à l'encontre de monsieur Christophe Ellul, parce qu'il a quand même attendu 1h26. De madame Pilarski. Comment?
Omission de porter secours à Mme Pilarski. Oui, de monsieur Ellul, parce qu'il a quand même attendu 1h26 entre l'appel téléphonique de 13h19 et l'appel au secours. Je l'ai déjà dit dans la presse écrite, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire sur ces 1h26 qui se sont déroulées. Et bien entendu, j'ai demandé un supplétif sur la fameuse muselière, et je ne doute pas que le parquet fera droit à ma demande. En fait, il convient aujourd'hui maintenant d'élargir la saisine du juge d'instruction, de lui permettre d'informer sur d'autres parcelles du dossier. Elle est saisie IREM, donc aujourd'hui c'est bien entendu sur l'omission portée sur l'homicide involontaire, mais il convient aujourd'hui d'élargir la saisine du magistrat instructeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'on retient, c'est qu'on ne sait pas tout pour vous sur ce dossier à ce jour et qu'on va donc continuer à le suivre. Merci. Ah, certainement. Merci beaucoup, Maître Xavier Terkamadou, d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Tout de suite, l'enquête de la semaine. 82 jours que Delphine Jubillard est portée disparue. Et chaque semaine, de nouveaux éléments qui nous interrogent un peu plus sur ce qui ressemble à un huis clos familial. Et si Delphine Jubillard avait choisi de changer de vie, de tout quitter, certaines dépenses qu'elle avait engagées et découvertes par son mari et la justice laissent aujourd'hui perplexes. Certaines langues commencent aussi à se délier. Alors que nous apprennent ces nouveaux éléments? Quelles conséquences sur l'enquête? Toutes les réponses avec nos invités dans un instant, juste après le point sur ces dernières avancées avec Elisa Trane. Après son téléphone portable, jamais retrouvé, mais qui s'est rallumé mystérieusement le 9 février dernier, ce sont désormais des factures qui jettent le trouble sur la disparition de Delphine Jubillard. Pour tenter de lever certains doutes, Cédric Jubillard a épluché les relevés bancaires de son épouse. Selon nos confrères du Parisien, l'artisan y a découvert des paiements de location de voitures et de chambres d'hôtel à Albi et à Toulouse dans les mois qui ont précédé la disparition. La mère de famille menait-elle une double vie ? Elle qui prêtait davantage attention à son apparence depuis quelques mois. Seule certitude selon ses proches, elle avait hâte de divorcer. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'elle était un peu plus éteinte quand elle était avec lui. Le couple ne marchait plus, ils avaient décidé de se séparer et de passer à autre chose. Auprès d'un média local, l'un des membres de la famille de Delphine Jubillard va plus loin. Selon lui, l'infirmière envisageait de partir avec les enfants après les fêtes de Noël. Une situation que Cédric supportait mal, a témoigné ce proche. Déjà avant la disparition, vu les tensions et tout, plusieurs fois on l'a entendu dire lui à sa mère, oui je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne ne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce. Et elle voulait la garde exclusive de ses enfants. Des mots choquants, blessants et très graves, des propos que Cédric n'a jamais tenus, a réagi sa mère. Selon leurs avocats, Cédric et Delphine s'orientaient vers un divorce par consentement mutuel et une garde alternée des enfants. Ces derniers, 6 ans et 18 mois, se sont aujourd'hui réinstallés dans leur maison avec leur père. J'ai eu du mal avec Le Monde parce qu'ils font vachement d'étranges. Voilà pour ces éléments donc résumés par Elisa Tranin et avec nous sur ce plateau Ronan Folgoas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter au service police-justice du Parisien. C'est vous notamment qui avez délivré toutes ces informations qu'on évoquait à l'instant. Et à vos côtés, Alexandra Gonzalez du service police-justice de BFM TV. D'abord, l'élément fort qui ressort de ce grand papier, de cette enquête que vous avez publiée cette semaine, ce sont ces fameuses dépenses faite en toute discrétion visiblement par Delphine Jubillard. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, c'est une découverte faite d'abord par Cédric Jubillard lui-même dans les jours qui suivent la disparition de son épouse. Il découvre en effet, en épluchant les relevés bancaires par courrier qui sont restés qui sont à la maison, il découvre des traces de paiement de chambres d'hôtel. Chambres d'hôtel à Albi, semble-t-il, et à Toulouse. Un paiement aussi pour une location d'un appartement Airbnb. Et enfin, chose aussi très étonnante à ses yeux, semble-t-il, la trace d'une location de voiture. Alors que Cédric Jubillard, quand il se remémore les dernières semaines, les derniers mois qui précèdent la disparition, n'a aucun souvenir, je dis bien, semble-t-il, d'après ce qu'il diffuse aussi autour de lui, il n'a aucun souvenir de déplacement de ce type fait par son épouse ou par lui-même. Donc évidemment, ça ouvre tout un tas de questions pour lui. Est-ce que Delphine Jubillard a cherché à dissimuler des déplacements? C'est tout à fait probable. En tout cas, c'est ce que ces éléments amènent à penser. Ça relance une hypothèse qu'on croyait un peu perdue, qui est celle d'une éventuelle double vie et finalement d'une disparition volontaire.
Alors, d'une double vie, oui, on peut le penser, et les enquêteurs le pensent aussi. Alors, double vie, qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait effectivement que Delphine Jubilard entretenait des relations, alors sentimentales, semble-t-il, avec un homme ou plusieurs hommes. En tout cas, elle était dans une phase de sa vie où son projet de divorce était désormais clairement établi. Elle en avait parlé avec son mari. Son mari avait fini par l'accepter. Et puis, bien, elle se projetait peut-être dans sa vie d'après. Mais Ronan, vous aviez déjà, pas dans ce papier, mais il y a un mois ou un mois et demi, un lundi matin, lendemain d'une émission qu'on avait consacrée justement à l'affaire Jubilard, raconté qu'elle avait écrit qu'elle avait un amant avéré, et peut-être d'autres, que cet amant avait été entendu et qu'il était mis hors de cause. Donc tout ça, on le savait. Enfin, vous le saviez, vous l'avez révélé il y a un mois et demi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait payé le Airbnb, l'hôtel, la voiture de location avec sa carte bleue, sachant que de toute façon, son mari allait s'en apercevoir assez rapidement. Donc, visiblement, la rupture était consommée. C'était clair entre eux, non ? Oui, alors ce qui était visiblement moins clair, c'était l'existence d'un amant ou de plusieurs amants. Ça, Cédric Jubilard pouvait le soupçonner. Il le soupçonnait même, dans les mois qui précèdent la disparition. Il observe des changements dans le comportement de son épouse. Il sent qu'elle est déjà un petit peu ailleurs. Donc il pressent qu'il peut y avoir un ou plusieurs hommes autour de Delphine. Mais après, il n'en est pas certain. Mais c'est vrai que tout ceci dessine un ensemble finalement assez cohérent, presque classique, si j'ose dire, d'un couple qui s'apprête à divorcer. Alors Alexandra, vous avez aussi, vous suivez ce dossier pour BFM TV depuis le début, vous avez mené l'enquête aussi cette semaine et vous avez réussi à rencontrer des proches de Delphine Jubilard. Il y a cette hypothèse qui revient un peu sur le devant de la scène, en tout cas qui nous réinterroge sur l'hypothèse d'un départ volontaire, d'une double vie. Vous avez interrogé les proches de Delphine Jubilard sur ce point-là. On va écouter le témoignage que vous avez recueilli et vous allez nous l'expliquer juste après. À partir de elle-même. Delphine, c'était quelqu'un qui avait peur du noir. Elle ne serait pas partie comme ça dans le noir. Non. Non. Je ne la vois pas partir du domicile dans le noir. C'est une personne qui est douce, gentille. Ses enfants, c'était tout pour elle. Elle donnerait même son cœur. Et son travail aussi. Elle adore son métier d'infirmière. C'est vraiment quelque chose qu'elle adore. Elle était bien, il y avait les fêtes de Noël qui se rapprochaient. Elle n'était pas inquiète, elle n'était pas triste, elle n'était pas... Non, elle était bien. Elle avait commencé à préparer les cadeaux de Noël. C'était prévu que même Cédric soit là, que c'était prévu qu'ils fassent tous Noël en famille, quoi. Et après les fêtes, c'était prévu qu'ils se séparent, quoi. C'était prévu pour le mois de janvier qu'ils se séparent. Alexandra, c'est évidemment très intéressant ce qu'on entend là. Il y avait des projets au moins jusqu'à Noël, et puis cette séparation qu'on connaissait ne serait intervenue qu'après. Donc pour eux, l'hypothèse d'un départ, c'est impossible. Elle est exclue, tout simplement. Le principal argument qui revient avec les proches avec qui j'ai pu discuter, ce sont les enfants. Les enfants de Delphine et Cédric occupaient une place centrale pour Delphine. Elle est vraiment décrite comme une mère très attentionnée qui passait beaucoup de son temps libre avec eux. Donc ça, c'est le principal argument pour eux pour dire qu'une disparition volontaire, un départ volontaire est exclu. Ensuite, sur la double vie, je leur en ai parlé là il y a quelques jours. Comment est-ce qu'ils savaient? Comment ils voient les choses? Alors, ils m'ont dit que Delphine était une personne assez discrète. Néanmoins, sur son couple, il était acté que la séparation allait se faire et d'ailleurs cette séparation était actée entre eux. Ils ne se considéraient plus comme étant en couple. Il me parle d'une relation avec un homme qu'elle entretenait depuis plusieurs semaines déjà, mais une relation parce que pour elle, son couple était terminé, en réalité. Pour des questions logistiques, ils étaient encore dans la même maison, ils partageaient encore cette vie de famille, mais en réalité, il n'y avait plus de vie de couple entre eux, selon ses proches. Et c'est aussi pour ça qu'elle avait cette relation avec cet homme, avec qui elle
pensait continuer sa vie derrière, mais ils ne parlent pas d'une double vie pour autant. Eux, ils ne sont pas du tout dans cette vision-là de Delphine, de ce qu'ils en savent. Ils me disent vraiment, c'était juste que voilà, elle commençait à refaire sa vie avec cet homme-là qui par ailleurs lui aussi était en instance de divorce avec sa propre épouse, ce qui peut-être pourrait expliquer les locations d'appartements, les locations d'hôtels, s'ils avaient besoin de se retrouver et que chacun avait encore une vie de famille dans leur propre maison. En tous les cas, la double vie avec plein d'amants, ça c'est quelque chose qu'ils excluent, tout comme la disparition volontaire. Ils parlent très peu, les proches de Delphine Jubillar. Extrêmement peu, effectivement. Comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils ont des hypothèses? Alors oui, ils ont, ceux avec qui j'ai parlé expriment des doutes, notamment sur Cédric Jubillar, parce qu'ils le décrivent comme un homme qui est colérique, qui avait un comportement parfois agressif avec sa femme, qui lui parlait mal en public, qui la rabaissait, je reprends vraiment leurs termes. Et donc, ils disent, bon voilà, c'est vrai, on s'étonne que là, on ne le voit plus chercher, il semble avoir repris sa vie, son quotidien, on ne comprend pas trop son attitude, donc on a des doutes. Après, il faut rappeler que dans cette enquête, pour l'instant, aucun élément ne met en cause Cédric Jubillar. Il a été entendu à 2 reprises par les enquêteurs, mais en audition libre. La maison a été fouillée de fond en comble. Rien d'accablant n'a été trouvé contre le mari. Donc pour l'instant, il fait partie de ce puzzle, de ce mystère, mais rien ne permet de mettre en cause Cédric Jubillar. On va rester prudent parce que, à l'évidence, c'est pas un personnage sympathique. Hein. Vous avez dit, vous avez essayé de le rencontrer, vous vous êtes fait insulter. Oui, c'est vrai que je l'ai rencontré il y a quelques jours. Il m'a vertement répondu. Après, beaucoup de choses peuvent expliquer cette tension. Peut-être qu'il n'a plus envie de voir les médias, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à rentrer. C'est vrai qu'on lui pourrit la vie, qu'on est toujours derrière lui, qu'on est toujours autour de lui. On peut le dire quand même comme ça. Vous avez essayé de le rencontrer ? Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé ? J'ai essayé. Après, moi, je n'ai pas eu de rencontre directe, physique avec lui, avec des personnes de son entourage. Oui, de certaines de ses connaissances, oui. Et en discutant avec ces personnes, elles dessinent en fait un portrait un peu plus compliqué, un peu plus complexe de Cédric. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage très consensuel. C'est un homme de peu de mots. Il ne va pas se lancer dans de grandes explications. Et il va finalement se réduire à quelques phrases à ses proches qui lui demandent mais comment tu vis, comment tu survis dans ces conditions. Il envoie des citations de Sacha Guitry, par exemple. Hein, il explique si ceux qui disent autant de mal de moi savaient ce que moi je pense d'eux, ils en diraient bien davantage. Une phrase est un peu énigmatique, on comprendra qui pourra. Voilà, il est comme ça, Cédric. Bourru, pas sympa, il insulte les journalistes, il s'enferme chez lui, construit un mur avec des moellons pour qu'on ne rentre pas dans sa maison. Mais c'est vrai qu'on n'a pas à rentrer dans sa maison, on n'a pas à rentrer dans sa propriété. Mais ça n'en fait pas pour autant l'assassin de sa femme. Après, ce que vous nous expliquez aussi dans votre papier, c'est qu'il vivait très mal certains aspects, notamment la rupture avec les enfants, en tout cas la garage partagée, et abandonner sa maison. Oui, parce qu'il y avait une réalité financière qui se profilait et qui se profile toujours. C'est-à-dire, même dans ces conditions, quid de l'avenir sur le plan financier. Il va falloir payer les traites de la maison. Je vous rappelle, et on le sait tous, qu'il n'y a pas de corps. Donc les assurances, bon, c'est des questions très financières, très concrètes qui se posent à lui. Mais disons que lui, effectivement, avait compris qu'il ne pourrait pas garder la maison, cette maison qu'il a construite en grande partie de ses mains, même si ça prenait du temps, même si 7-8 ans après le début de la construction n'était toujours pas terminée, cette maison, eh bien il avait, c'est vrai, cette perspective peu réjouissante qui consistait eh bien à quitter cette maison à plus ou moins brève échéance. Vous dites dans votre papier que les voisins appelaient cette maison Beyrouth. Oui, effectivement. Le regard des voisins sur ce couple, c'est quoi ? Par exemple, les voisins directs me racontaient qu'ils en avaient un peu marre de cette vision. Je ne sais pas si on peut voir les images, mais c'est vrai que cette maison n'a jamais été terminée. Elle a l'air d'être en chantier. Et eux ont planté une rangée de sapins, m'expliquait-il, pour tenter de masquer un petit peu la vue, cette vue qu'ils avaient.
Parce que oui, et alors il me disait, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Cédric, en lui disant finis ta maison une bonne fois pour toutes. L'escalier qui mène, je ne sais pas si on peut le voir sur ces images, mais l'escalier qui mène à la maison principale est assez récent. Et il me raconte, plusieurs personnes dans l'entourage me racontaient que lorsque Delphine était enceinte, elle devait gravir cette petite colline où il n'y avait à l'époque pas d'escalier en étant enceinte. Et que ça révoltait un peu beaucoup de personnes dans son entourage en disant bah, c'est pas possible, pose des parpaings et fais un escalier. En plus, c'était son boulot, c'était son métier. Il travaillait dans le bâtiment. Vous deux qui êtes allés, pour conclure, sur place et qui suivez cette affaire, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Les gens attendent de retrouver Delphine Jubillard, ou encore de l'espoir, ont des convictions? Alors d'après ce qu'on peut comprendre, et là encore, il faut être très, très prudent, il y a ce que les gens veulent bien nous dire, et puis ce qu'ils pensent vraiment. Ce qu'on veut bien nous dire, dans l'entourage en tout cas de la famille de Cédric Jubillard, c'est qu'il y a encore un espoir. On se dit... Forcément. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et si elle revenait? Parce qu'il y a une hypothèse quand même qui est hybride. Il y a celle de la disparition volontaire, il y a celle de l'hypothèse criminelle, et puis au milieu, il y a une hypothèse assez improbable, je le concède, qui serait d'une disparition volontaire dans les premières heures, suivie d'une séquestration, d'une détention, et pourquoi pas malheureusement d'un homicide. Donc tout est vraiment possible, mais il y a ce petit espoir, cette petite flamme quand même qui existe encore, y compris dans les yeux de Cédric, semble-t-il. Hein, en tout cas, c'est ce qu'il diffuse autour de lui. Alexandra? Et d'un point de vue judiciaire, l'enquête continue. Il y a d'abord évidemment ce que peuvent ressentir les gens dans l'entourage, mais il y a aussi, sur un plan concret, 10 enquêteurs qui travaillent à temps plein sur ce dossier, qui avancent dans l'ombre. C'est une enquête qui est très verrouillée, où peu d'informations fuitent, et on peut imaginer qu'ils avancent jusqu'à arriver à un moment donné à une hypothèse qui va se concrétiser en ayant fermé toutes les autres portes. Et on découvrira demain dans la matinale, dans Première Édition, d'autres extraits de cette rencontre que vous avez eue avec certains proches de Delphine Jubillard. Merci beaucoup Alexandra Gonzalez, merci beaucoup Renan Folgoas d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes, on vous souhaite avec Dominique un bon dimanche et on se donne rendez-vous dimanche prochain.